Speak, prosodie rate égale 90%. Préparez-vous à découvrir l'histoire effrayante d'Isabelle Báthory, la comtesse sanglante. Osez-vous connaître les horreurs commises par cette femme en Europe médiévale? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Nous allons parler d'Isabelle Báthory, une comtesse hongroise du XVIe siècle, enveloppée dans une légende noire qui a fait d'elle la figure la plus sanguine de l'histoire. Son nom murmure la terreur encore aujourd'hui. Et bien que la vérité soit mélangée à l'exagération, l'ampleur de son histoire est indéniable. Imaginez une femme de la noblesse, avec un immense pouvoir et une vie pleine de luxe, qui est enveloppée dans des accusations de crimes horribles. Qu'est-ce qui a conduit cette femme à commettre de telles atrocités? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Les histoires sur la comtesse sanglante sont effrayantes. On dit qu'il a torturé et assassiné des centaines de jeunes paysans, se baignant dans son sang pour maintenir sa jeunesse. Ces terribles accusations, bien que peut-être exagérées dans leur nombre, peignent un tableau d'une cruauté et d'une perversion sans précédent. N'oubliez pas que les informations diffusées à l'époque ont été influencées par les tensions politiques et sociales de l'époque. Et c'est quelque chose que nous devons prendre en compte. La légende de la comtesse Báthory a transcendé les frontières de la Hongrie, devenant un mythe qui a inspiré d'innombrables œuvres d'art, de livres et de films. Son histoire, un mélange de réalité et de fantaisie, nous invite à réfléchir sur le pouvoir, la cruauté et la fascination exercée par les figures sombres de l'histoire. Qu'est-ce qui est vraiment dans tout cela? Nous allons démêler la légende, séparant le mythe de la réalité, petit à petit. Imaginez, un instant, l'opulence et le pouvoir de la famille Báthory. Il n'était pas noble. Sa lignée remonte à des siècles, entrelaçant avec la royauté hongroise et la noblesse polonaise. Les générations de Báthory avaient accumulé des terres, une influence, et bien sûr, des ennemis. Son pouvoir politique s'est étendu en tant que toile, tissant des alliances et des rivalités de la cour européenne complexe du XVIe siècle. Ils étaient une famille habituée à la richesse, au luxe et à l'exercice du pouvoir sans limite. Son ascendance vous a raconté une histoire de mariage stratégique, d'alliances qui ont assuré leur position et étendu leur influence. L'imposant château et les vastes propriétés ont témoigné leur richesse et leur statut. Mais rappelez-vous que, avec la richesse, la rivalité et la lutte pour le pouvoir, sont également venus. Dans les réseaux politiques complexes de l'époque, le Báthory s'est déplacé avec compétence, mais aussi avec des conséquences dangereuses. Un glissement, une alliance mal calculée, pourrait déclencher une guerre. Les liens politiques de Báthory étaient cruciaux pour comprendre leur pouvoir et leur chute. Ils faisaient partie d'une élite qui contrôlait le sort de la Hongrie et de ses régions voisines. Ces mariages et alliances étaient non seulement des problèmes d'amour, mais aussi des outils pour maintenir et étendre leur influence. Ce tissu de puissance, aussi complexe que dangereux, était le scénario où Isabelle Báthory a joué dans son histoire macabre. Rappelez-vous, son héritage familial l'a marqué profondément. Alors, imaginez Little Isabelle Báthory, entourée de luxe et de femmes de chambre. Elle a grandi en imposant des châteaux, avec une vaste terre et une vie que la plupart ne pouvaient que rêver. Son éducation, cependant, n'était pas seulement celle d'une noble dame. Elle a reçu des instructions sur les langues, la musique et les arts de sa classe, mais aussi en politique et en stratégie, la préparant pour un monde où le pouvoir a été contesté avec des ongles et des dents. Mais cette vie privilégiée n'était pas exempte des ombres. Le tribunal hongrois était un foyer d'intrigues, d'alliances politiques et de rivalités. Depuis l'enfance, Isabelle a été témoin de la cruauté et de l'ambition du puissant, un environnement qui a sans aucun doute façonné son caractère dans l'ombre des châteaux et les secrets de la noblesse. Malgré ses études raffinées, la vie d'Isabelle n'était pas libre des limites imposées aux femmes de l'époque. Son avenir a été précommande. Un mariage stratégique pour consolider le pouvoir de sa famille. Ce destin, cependant, était lié aux histoires d'horreur et de cruauté qui en feraient une légende. Comment cet avenir préétabli affecterait-il le jeune Isabelle? C'est une question que seul le temps et ses actions répondraient. Prosodie. Speak. Speak, prosodie rate égale 90%, mais cette vie de luxe a rapidement changé. À 11 ans, ils vous ont épousé avec le comte Ferrand Nadasdy, un homme beaucoup plus âgé que vous, un magnate puissant et un commandant militaire expérimenté. Imaginez la cérémonie, le poids des robes, le son des trompettes, un mariage arrangé, une union politique plutôt qu'une romance de conte de fées. Lui, bronzé en 1000 batailles, était tout à fait l'opposé des jeunes et gâtées Isabelle. L'influence du comte Nadasdy était décisive dans la formation d'Isabelle. Son caractère rigide et sa mentalité pragmatique, forgée dans les champs de bataille, contrastent profondément avec l'éducation raffinée qu'elle avait reçue. Et elle lui a enseigné, peut-être sans intention, la dureté du pouvoir, l'importance de la stratégie et la petite considération accordée à la vie humaine dans les cercles de la noblesse. Les absences fréquentes du décompte dans les campagnes militaires ont laissé Isabelle avec un pouvoir considérable, mais aussi avec une grande solitude. Son éducation aristocratique et l'absence de son mari ont créé un vide qui, au fil du temps, serait rempli de manière terrible. L'influence du comte, bien qu'à distance, était fondamentale dans la création du monstre dans lequel il deviendrait. Alors, imaginez la vie à Achit. Un château imposant, situé dans une colline solitaire, entouré d'un paysage global et mystérieux. Sa pierre, les murs hauts et gris semblaient remettre en question le passage du temps,
des témoins muets de siècles d'histoire. Depuis ses fenêtres, vous pouvez observer un panorama étendu, avec des champs sans fin et un vaste ciel, parfois menaçant, parfois serein. Le château était un microcosme de pouvoir, un abri opulent et, en même temps, un lieu d'isolement, loin de l'agitation de la cour et du monde extérieur. Dans ses murs, l'opulence était écrasante. Des chambres cinctues, décorées de riches tissus d'ameublement, de meubles en bois sombre et lourd et de chandeliers en verre qui reflétaient les chandelles, créant une atmosphère en même temps luxueuse et sombre. Et la peinture de peinture ornait les murs, contant des histoires de bataille, de romance et de puissance. Vous, au milieu de tout ce luxe, étiez au centre d'un monde de privilèges et aussi de solitude profonde. Mais cette opulence a caché un isolement profond. Htis était loin de tout, un endroit éloigné et presque inaccessible. Le château, avec ses murs épais et ses quelques fenêtres, ressemblait à une forteresse, une prison dorée. Et la vie y est passée à un rythme lent, marqué par les rythmes de la nature et l'imposant silence de l'endroit. Vous pouvez vous promener dans les jardins, si vous osez le faire. Mais l'immensité du paysage et la solitude de l'endroit en faisaient un espace qui pourrait se sentir à la fois majestueux et menaçant. Mais que s'est-il vraiment passé à Ashit? Les rumeurs ont commencé à circuler subtilement, comme le vent glacial qui fouettait les fenêtres du château. Ils ont parlé d'une obsession croissante d'Isabelle pour sa beauté, une obsession maladive qui l'a consommée. Elle a été dit que sa jeunesse s'estompa et qu'elle, désespérée d'arrêter le temps implacable, a eu recours à des méthodes inhabituelles. Initialement, ceci ne parlait que murmures parmi les paysans qui travaillaient des terres environnantes. Mais les histoires ont commencé à prendre de la force, à grandir dans les détails, alimentées par la peur et l'incertitude. Il a été dit que la comtesse a effectué des rituels étranges, qui était enfermée dans ses chambres pendant des heures, et qu'elle est sortie avec une pâleur encore plus prononcée. L'obsession d'Isabelle pour la jeunesse éternelle n'était pas un secret de Polichinelle, mais la façon dont elle a cherché à y parvenir. Les premiers soupçons ont souligné une recherche désespérée d'une potion magique, un élixir qui rendrait sa beauté jeune. Mais la pâleur croissante des jeunes femmes qui sont entrées au service de la comtesse et qui ne sont plus jamais sorties, ont commencé à nourrir les rumeurs de quelque chose de beaucoup plus sinistre. Imaginez le château de Ashit, un endroit imposant mais froid. Là, parmi ses murs, la vie des femmes de chambre a commencé à changer. Il y a d'abord eu de petites punitions, des coups à une certaine négligence, mais la fureur d'Isabelle s'est intensifiée. N'oubliez pas que ces femmes, jeunes et vulnérables, avaient à peine où aller. C'étaient des paysans, des serviteurs. Leur vie, aux yeux de la noblesse, valait peu. Les témoignages ultérieurs, recueillis après l'arrestation d'Isabelle, parlent de blessures de plus en plus profondes. False marks, brûlent avec du fer rouge, de petits détails qui, dans leur ensemble, ont peint une peinture effrayante d'abus systématiques. Personne n'a osé dénoncer la comtesse. Son pouvoir la protégeait de tout type de représailles. Et la peur était un mur invisible qui a emprisonné ses victimes. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Pensez au désespoir de ces femmes, isolées et sans espoir. Ces cris d'assistance ont été perdus dans l'immensité du château, réduits au silence par le pouvoir et l'impunité de son tyrannat. Les premiers crimes, bien qu'il n'ait toujours pas atteint la brutalité qui serait connue plus tard, était déjà un échantillon de la capacité monstrueuse d'Isabelle à infliger de la douleur et de la souffrance. Une terreur a été installée dans les entrailles du château, un présage de ce qui allait arriver. Mais ces punitions n'étaient que préludes. N'oubliez pas que je parlais d'un changement. Les jeunes femmes ont commencé à disparaître, l'une après l'autre. Les rumeurs, chuchotées initialement dans les cuisines et les couloirs du château, sont devenues plus insistantes. Ils ont parlé d'aiguilles, de brûlures avec du fer vivant, de morsures, d'un sadisme qui allait au-delà de la simple cruauté. On dit qu'Isabelle a utilisé des aiguilles pour piquer ses victimes, provoquant une douleur insupportable. D'autres sources parlent de boucher, comment elle-même, avec ses propres mains, a infligé des blessures profondes. Imaginez la scène. Le métal froid d'une aiguille, la pression des dents, le sang, tout cela dans l'atmosphère morne du château. Les brûlures avec du fer rouge étaient, selon les témoignages, une pratique habituelle. Le ciséo du métal en contact avec la peau, l'odeur de la viande brûlée, un spectacle dantesque qui s'est développé entre les murs du château, loin des looks indiscrets. Pensez à la terreur de ces jeunes, dans l'agonie qu'ils devaient souffrir. Mais qu'est-ce qui a conduit Isabelle à commettre de telles atrocités? La réponse se trouve dans les croyances de l'époque. Imaginez un monde où la vie et la mort étaient des mystères, où la médecine était rudimentaire et la superstition abondait. Dans ce contexte, le sang était considéré comme quelque chose de magique, un élixir de jeûne, une source de vitalité. On croyait que le jeune sang pur pouvait revitaliser les personnes âgées, renvoyant la fraîcheur et la vitalité perdues au fil du temps. Cette croyance, bien qu'aujourd'hui elle semble absurde, était enracinée dans la société de l'époque. Considérer les légendes des vampires, la fascination pour le sang comme un symbole de la vie. Pour Isabelle, obsédée par la beauté et le rajeunissement, cette croyance est devenue une justification tordue de ses crimes. Elle a convaincu que les jeunes femmes pouvaient maintenir sa jeunesse, n'hésitait pas à recourir à une violence extrême pour obtenir ce qu'elle voulait. Ce n'était pas simplement un meurtre, mais un rituel macabre, une tentative désespérée de défier la nature elle-même. Pensez au jeune Ilona Gio, l'une des femmes de chambre d'Isabelle. Vous pourriez l'imaginer, peut-être, en tant que fille effrayée,
forcée de participer à des horreurs par peur de la fureur de la comtesse. Son silence, son obéissance, est devenue une complicité forcée, une survie au détriment de l'innocence perdue. Que pensez-vous si nous considérons que votre principale motivation était la terreur, l'instinct de la conservation devant une menace constante et écrasante? Pensez maintenant à Dorothea Sant, la personne en charge de l'administration de la forteresse. Son rôle était crucial. Elle, avec son poste privilégié, était responsable du recrutement des victimes, gérant le flux constant de jeunes qui ont disparu dans le château de Hachit. Pensez-vous que sa motivation était la cupidité, le désir d'obtenir évidemment des faveurs et de garder sa position au détriment de la vie des autres femmes? Peut-être qu'il a cherché à monter à l'échelle sociale, dans un monde où la loyauté envers la comtesse signifiait la richesse et le pouvoir. Enfin, il y a Katarina Benica, une autre des femmes de chambre. Contrairement à Ilona, elle semble avoir profité d'une certaine puissance. On pense qu'il a activement participé à la torture des victimes, et certains historiens suggèrent que leur motivation aurait pu être un mélange de peur, d'obéissance et d'un étrange type de fascination pour la violence. Pouvez-vous imaginer la complexité de vos motivations? Quel rôle la loyauté aveugle a-t-elle joué, la pression sociale ou même une éventuelle perversion dans leurs actions? Mais Ilona n'était pas seul. Vous vous demandez, qu'est-il arrivé à la noblesse hongroise? Pourquoi ont-ils permis à ces atrocités de continuer? La réponse est complexe et est basée sur un réseau complice, alimenté par la peur, la commodité et la complicité. Isabelle Báthory était une femme puissante, appartenant à l'une des familles les plus influentes du royaume. Et la tentative contre elle signifiait confronter une force considérable, capable de déclencher des conséquences dévastatrices. Prosodie. Speak. Speak. Prosodie. Rate égale 90%. Beaucoup de nobles, même ceux qui soupçonnaient les activités d'Isabelle, ont préféré rester silencieux. Elle était plus facile de regarder dans l'autre sens que de défier une figure aussi puissante et bien connectée. Le réseau de relations entre la noblesse était complexe, et une accusation contre Isabelle pourrait impliquer d'autres dans le scandale, en mettant en danger leur propre position et privilèges. Le silence est devenu une stratégie de survie. L'omission de la justice n'était pas simplement une question d'indifférence. C'était un choix conscient, un pacte tacite entre la noblesse pour protéger leurs propres intérêts. Les recherches et le procès d'Isabelle, lorsqu'ils ont finalement eu lieu, ont été un processus long et compliqué, plein d'intrigues politiques et de pression sociale. La vérité sur l'ampleur de ces crimes nous a amenés à émerger et de nombreux coupables n'ont jamais été exposés. Mais le silence s'est cassé. Une rumeur chuchota d'abord parmi les paysans, atteignit les oreilles du roi Massia. Ils ont parlé de torture, de meurtre, d'une horreur inimaginable perpétrée dans le château de Hachit. Une enquête a été ordonnée, une incursion dans la force de la comtesse, un endroit jusque-là impénétrable, intouchable, grâce à la complicité de la noblesse. Imaginez la scène. L'arrivée des soldats royaux, la tension dans l'air, le silence devant la tempête. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était bien pire qu'ils n'auraient pu imaginer. Corps, dizaines d'entre eux, jeunes paysans, morts de manière effrayante. Les murs étaient tachés de sang, d'air lourd avec l'odeur de la mort et de la pourriture. Vous vous demanderez comment tant de morts pourraient passer inaperçus pendant si longtemps. Et la réponse se trouve dans le pouvoir, l'influence et la corruption qui entouraient la comtesse Báthory. L'enquête a été exhaustive, bien que biaisée par la position sociale de l'accusé. S'y revient, les gardes ont été interrogés, même des nobles qui avaient visité le château. Ces témoignages, bien que parfois contradictoires ou incomplets par peur, ont peint une image terrifiante de la vie à l'intérieur de ces murs. Des instruments de torture ont été trouvés, des preuves irréfutables qui ont corroboré les atrocités commises. Les preuves étaient écrasantes, bien que le processus judiciaire ultérieur soit loin d'être parfait. Imaginez le désespoir de leurs familles. Les paysans humains, les nobles pauvres, tous unis par la même tragédie. La disparition de leurs filles, sœurs ou même épouses. Ces visages, avant pleins de vie, ne reflétaient plus que l'angoisse de l'incertitude. Les rumeurs ont atteint leurs oreilles, chuchotées sous la protection de la nuit, des histoires d'un château sombre et d'une comtesse cruelle. Les enquêtes ultérieures ont révélé des témoignages de refroidissement. Les jeunes filles, à peine des adolescents, kidnappés et emmenés au château de Hachit. Des témoignages de serviteurs qui ont réussi à s'échapper, décrivant des scènes d'horreur que même le sang vous givrera aujourd'hui. Ils ont parlé de torture, de marques dans les corps, d'une mort lente et angoissante. Vous vous demanderez, qu'est-il arrivé à leur famille? Douleur, impuissance, recherche désespérée de réponses. Beaucoup n'ont jamais trouvé le corps de leurs proches, condamnés à vivre avec l'incertitude et le poids d'une perte irréparable. D'autres n'ont trouvé que des restes, la dépossession de ce qui était autrefois des gens pleins de rêves et d'espoir. Et donc, nous arrivons au procès. Imaginez la scène. Une pièce froide et humide, pleine de murmures et des regards accusés. En tant que spectateur, vous êtes au milieu du chaos, observant comment se développe ce processus judiciaire contre Isabelle Báthory. Justice ou vengeance? La ligne est floue parmi les témoignages contradictoires, les pressions politiques et les accusations exagérées. Les victimes, ou plutôt leurs familles, crient pour la justice. Mais le système sera-t-il donné? Beaucoup de témoins étaient des serviteurs, sous pression ou même torturés pour déclarer contre la comtesse. Ces témoignages, forcés et pleins d'incohérences, sont devenus la base de l'accusation. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, la torture était une pratique courante pour obtenir des confessions,
ce qui rend douteux la véracité des déclarations déposées devant le tribunal. Comment savoir ce qui était vrai et ce qui était un mensonge fabriqué sous pression? La noblesse hongroise avait également ses propres raisons de vouloir voir Isabelle Báthory folle. Son pouvoir et son influence représentaient une menace, et son jugement apportait, en partie, consolider la position d'autres nobles. Penser à la pression politique et aux intérêts cachés qui ont été cachés après la recherche apparente de la justice. Était-ce un procès impartial ou une farce orchestrée par de puissants ennemis? Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%, le verdict est tombé comme une dalle. L'emprisonnement à vie à Achit. Vous imaginez la scène, non? Elle, la comtesse, a possédé un vaste territoire, maintenant confinée à quelques pièces froides et humides, entourée de murs de pierre qui serait sa tombe dans la vie. Le procès, avec toutes ses accusations et témoignages, a disparu ne laissant que l'écho de la phrase. Un écho qui résonnerait pendant des siècles. Les murs du château, des témoins muets de leurs crimes, assisteraient maintenant également à leur agonie. Sa cellule, petite et sombre, était à peine meublée. Un lit de paille rugueux, une table en bois usé et une cruche d'eau. Le silence, brisé uniquement par la goutte constante de l'eau et le vent chuchotant à travers les fissures de la pierre, était sa compagnie constante. Une solitude profonde et terrifiante. On dit qu'ils l'ont laissé dans une pièce scellée, avec seulement une petite ouverture pour recevoir de la nourriture et de l'eau. L'obscurité, le froid et la solitude pénétrant sont devenus ses tortionnaires les plus cruels. Imaginez le désespoir, le repentir, la peur qu'il a consommé sur ces murs. Là, dans cette prison en pierre, la légende de la comtesse sanglante a commencé à se transformer en quelque chose de plus sombre, plus mystérieux. 5 ans enfermés dans ces pierres froides, loin du luxe et la puissance que j'avais tant envie. J'imagine que ces journées ont été consommées lentement, entre l'obscurité et le silence de sa prison. Vous demandez-vous comment était sa fin? Les chroniques parlent d'une mort silencieuse et presque imperceptible, comme si la même vie l'avait abandonné sans lutte. Certains disent qu'il est mort d'un accident vasculaire cérébral, un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé immobile et essoufflé. D'autres, qui ont succombé à une maladie, peut-être aggravée par les conditions difficiles de sa captivité. La vérité, comme tant de choses dans sa vie, a été perdue dans le mystère. Ce que nous savons, c'est que la comtesse Isabelle Báthory mourut dans sa cellule, en 1614. Sa mort a marqué la fin d'une époque de terreur, mais pas la fin du mystère qui l'entoure. Son histoire est toujours vivante, nourrissant les légendes et nourrissant notre fascination par le côté obscur de la nature humaine. Mais combien y en a-t-il dans la légende de la comtesse sanglante? Vous vous demandez, non? L'histoire qui nous vient est teinte d'exagération et de rumeurs, alimentée par la morbidité et la nécessité d'un méchant mémorable. Les accusations de meurtre de masse, des bains de sang avec des vierges. Tout cela, bien que choquant, nécessite une analyse critique. On parle de 650 victimes, une figure que de nombreux historiens remettent en question, sur la base du manque de preuves énergiques. Les documents de l'époque, les témoignages, beaucoup ont été obtenus sous la torture, une pratique courante à l'époque qui, comme vous pouvez l'imaginer, pourrait facilement conduire à de fausses confessions. Même les accusations elles-mêmes semblent être pleines de contradictions et d'exagérations, le résultat de la peur, de la superstition et de la vengeance de ceux qui ont cherché à se débarrasser d'un noble puissant. La réalité est probablement beaucoup plus sombre, mais aussi plus humaine. Peut-être qu'Isabelle Báthory était une femme cruelle, oui, capable d'actes violents. Mais l'ampleur de ses crimes, comme on nous l'a dit depuis des siècles, est enveloppée dans une couche de mystère et de légende, entravant la séparation entre la vérité historique et l'exagération populaire. N'oubliez pas que l'histoire est écrite par les vainqueurs, et dans ce cas, les vainqueurs avaient beaucoup d'intérêt à créer un monstre. Mais l'histoire de Báthory ne s'arrête pas. Elle a sa légende a transcendé des siècles, devenant une icône de la culture populaire. À eu cinéma, nous l'avons vu interpréter de diverses manières, parfois comme un méchant impitoyable, d'autres comme une figure tragique, victime des intrigues politiques de son temps. Vous êtes-vous demandé comment ces représentations ont influencé la perception que nous en avons? La littérature a également exploré sa figure. Des romans gothiques qui le présentent comme une créature surnaturelle à des biographies qui essaient de démêler la vérité derrière le mythe. Chaque auteur l'a façonné dans son image et sa ressemblance, reflétant les obsessions et les peurs de sa propre époque. Pensez à la façon dont la figure de la comtesse a évolué au fil du temps, en s'adaptant aux sensibilités de chaque génération. Prosodie. Speak. Speak, prosodie rate égale 90%, et dans l'art, Báthory a inspiré d'innombrables peintres et sculpteurs. Des représentations réalistes aux interprétations plus abstraites. Son image a été réinterprétée encore et encore, nourrissant le mystère qui l'entoure. Que pensez-vous de l'image qui en est projetée dans ces différentes manifestations artistiques? Comment ces travaux contribuent-ils à perpétuer leur légende? Mais qu'est-ce qui est derrière la légende? Beaucoup croient que l'histoire de la comtesse sanglante a été exagérée, même fabriquée. Certaines théories indiquent un complot politique. Pensée Y. Isabelle Báthory était une femme puissante, appartenant à l'une des familles les plus influentes de la Hongrie. Ses ennemis auraient pu utiliser des accusations de cruauté comme excuse pour démanteler leur pouvoir et s'approprier leurs terres et leur fortune. Peut-être que la vérité est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Imaginez la rivalité entre les familles nobles, les luttes pour le pouvoir, les intrigues palatiales.
L'accusation de meurtre aurait pu être un outil politique pour éliminer une figure inconfortable. N'oubliez pas que la recherche a été dirigée par des personnes ayant leurs propres intérêts, peut-être intéressés à profiter de la situation à leur propre avantage. Pouvez-vous imaginer les agriculteurs qui ont causé le tribunal? Le procès, bien sûr, était un spectacle, mais était-ce juste? Une autre théorie suggère que Báthory a été victime de la superstition de l'époque. On croyait que le jeune sang pouvait maintenir la jeunesse et la beauté. Peut-être que ses actions, bien que horribles, étaient le résultat d'une croyance profondément enracinée dans la société du moment. Et il ne s'agit pas de le justifier, mais de comprendre le contexte dans lequel les événements se sont produits. Et la croyance aux pratiques cachées aurait-elle pu influencer les accusations et le jugement? Mais l'histoire de Báthory n'est pas restée dans le passé. Sa légende est restée en vie, nourrissant des films, des livres et des pièces pendant des siècles. Pensez à la façon dont son nom est devenu synonyme de cruauté féminine, un archétype qui a transcendé le temps et que même aujourd'hui est effrayant. Pourquoi pensez-vous que votre histoire continue de nous fasciner? Son image, celle d'un noble impitoyable qui a torturé et assassiné des centaines de jeunes, est devenue une icône de la culture populaire. Et elle a été utilisée comme métaphore de la puissance corrompue, de la misogynie et de la perversion du privilège. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont votre histoire a été représentée dans différentes œuvres artistiques? Quel message pensez-vous qu'il essaie de transmettre? L'héritage de la comtesse sanglante est complexe. Alors que certains la considèrent comme une victime d'un complot, d'autres la considèrent comme un tueur en série impitoyable. Quelle que soit la vérité historique, sa légende a profondément influencé la culture populaire, façonnant notre perception du mal et du pouvoir féminin. Comment pensez-vous que son histoire a influencé votre propre vision mondiale? Mais combien y a-t-il dans ces histoires terribles? Vous vous demandez si les histoires de torture et de meurtre sont réelles ou une exagération alimentée par la légende noire qui entoure la comtesse. Et la clé est d'analyser les sources historiques avec grand soin. Les témoignages recueillis lors du procès, par exemple, proviennent de domestiques et de paysans, des personnes qui auraient pu avoir des raisons de mentir ou d'exagérer pour se venger ou s'approvisionner. De nombreux historiens modernes ont remis en question la fiabilité de ces déclarations, soulignant la pression à laquelle ces personnes ont été soumises. N'oubliez pas que l'Inquisition était une réalité, et que les accusations d'hérésie ou de sorcellerie étaient courantes. Il est possible que les confessions aient été obtenues par torture, ou qu'ils s'adaptent simplement à ce qui était attendu d'eux pour se sauver. D'un autre côté, les preuves physiques sont rares. Bien que certains corps à blessures suspectes aient été trouvés, il n'y a aucune preuve irréfutable qui se connecte directement à Báthory et à tous les crimes qui lui sont attribués. L'absence de preuves énergiques a conduit beaucoup à croire que l'ampleur de leurs crimes a été exagérée, peut-être pour justifier leur condamnation et leur pillage de leurs propriétés. Prosodie, Speak. Speak, prosodie rat égale 90%. Retour à Isabelle Báthory. Comment comparez-vous avec d'autres tueurs en série de l'histoire? Il est facile de tomber dans le piège d'exagérer ses crimes, alimentés par la légende noire qui l'entoure. Mais, si nous analysons froidement les chiffres, est-ce vraiment le plus sanguin? De nombreux meurtriers en série, tout au long de l'histoire, ont dépassé de loin leur nombre de victimes. Bien qu'avec différentes méthodes. Pensez à Jacques l'Éventreur, dont les victimes n'ont jamais été trouvées dans leur intégralité, ou dans les crimes de Gilles de Rais, un noble partenaire avec une histoire d'atrocité tout aussi effrayant. La principale différence réside dans la propagande et le contexte historique. Le procès contre Báthory a été un événement politique, une tentative de faire taire une menace pour la noblesse hongroise. L'exagération de ces crimes a servi les intérêts de ceux qui l'ont accusé. D'un autre côté, d'autres meurtriers, souvent des classes sociales inférieures, sont passés inaperçus ou leurs crimes ont été minimisés par les autorités. Báthory était-il exceptionnellement cruel? Certainement. Mais était le astérisque plus astérisque 100? C'est une question qui nécessite une analyse beaucoup plus profonde et plus nuancée, compte tenu des sources et du contexte historique de chaque cas. Le comparer avec d'autres meurtriers en série, tels que Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer, est intéressant, mais aussi trompeur. Ses méthodes et motivations étaient différentes. Ces contextes historiques complètement différents. Báthory a agi dans un monde féodal, avec un système juridique et social très différent de la nôtre, ou celui de l'époque de Bundy et Dahmer. Comprendre son histoire nécessite d'aller au-delà des chiffres et de saisir l'analyse du contexte social, politique et religieux du XVIe siècle en Hongrie. Ce n'est qu'alors que nous pouvons aborder une compréhension plus complète de leurs crimes et de sa place dans l'histoire. Mais qu'est-ce qui a incité Isabelle Báthory? L'analyse de votre esprit est compliquée, car les sources historiques sont teintes d'exagération et de propagande. Cependant, certaines théories indiquent une psychopathie possible. Imaginez une femme avec un profond manque d'empathie, incapable de comprendre la souffrance des autres et avec un besoin insatiable de contrôle et de pouvoir. Peut-être que son éducation privilégiée, isolée du monde réel, a contribué à son développement psychologique. Pensez à une enfance où leurs caprices étaient des lois, où la violence et la cruauté n'ont eu aucune conséquence. Ce manque de limites, combiné à une éventuelle instabilité émotionnelle, aurait pu le prendre le long d'un chemin sombre. Une autre théorie se concentre sur l'influence possible de son environnement. La société de l'époque était brutale, avec une grande inégalité sociale. Pour elle, les paysans auraient pu être considérés comme des êtres inférieurs, sans le droit à la vie ni au respect. Cette mentalité, combinée à son pouvoir et à sa richesse,
aurait pu la conduire à croire à la loi. Il est important de se rappeler que nous ne pouvons pas diagnostiquer quelqu'un qui vivait il y a des siècles. Mais, étudiant sa vie et les actions qui lui sont attribuées, nous pouvons spéculer sur les facteurs possibles qui ont contribué à son comportement. Bien que nous ne sachions jamais avec certitude ce qui se passait dans son esprit, l'analyse de son histoire nous aide à comprendre la complexité du mal. Imaginez la Hongrie du XVe siècle, un royaume fragmenté, constamment menacé par les invasions ottomanes. Et la noblesse, à laquelle appartenait Báthory, jouissait d'un pouvoir presque absolu sur leurs terres et paysans. C'étaient des temps de guerre, des intrigues palatiales et une profonde inégalité sociale. Pour vous, comprendre ce contexte est la clé pour comprendre les actions d'Isabelle. Le pouvoir politique était concentré sur la figure du roi, mais l'influence des grandes familles nobles, comme celle de Báthory, était immense. Il pourrait contrôler des territoires entiers, administrer la justice presque autonome, et dans la pratique, agir en toute impunité. Ce système féodal, avec ses abus et ses inégalités, était le terrain reproducteur parfait pour la violence et l'arbitraire. Pensez à la vie quotidienne. La majorité de la population était paysanne, soumise à un travail forcé et avec peu d'opportunités. La justice était dure et arbitraire, et la vie était précaire. Dans cet environnement d'oppression et le manque de droits, les actions d'Isabelle, aussi horribles, doivent être comprises dans le contexte du temps, bien que cela ne les justifie pas. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Pensez à l'époque. La magie était réelle pour beaucoup de gens. Ce n'était pas un jeu, mais une force puissante qui pourrait influencer la vie et la mort. Pour Isabelle, la croyance en la magie noire était quelque chose de tous les jours. Pas un fantasme. Elle a été dit qu'il croyait au pouvoir de Youngblood pour maintenir sa jeunesse et sa beauté. Une idée terrifiante qui était parfaitement encadrée dans les superstitions de l'époque. Les légendes parlent d'étranges rituels, de bains de sang de jeunes paysans, le tout dans le but de conserver leur beauté. Pour elle, ce n'étaient pas des crimes, mais des pratiques magiques nécessaires pour maintenir sa jeunesse éternelle. Cette pensée, enracinée dans les croyances populaires de l'époque, la justifiait dans son propre esprit, mais pas aux yeux de la loi. Mais dans quelle mesure était-il vraiment croyant ou simplement utilisait la superstition comme excuse pour ses actions? Certains historiens croient que la magie était une justification de leurs actions, une façon d'échapper à la responsabilité de leurs crimes. Quelle que soit sa vraie croyance, la superstition de l'époque a joué un rôle fondamental dans le contexte de ces atrocités. Imaginez la Hongrie du XVIIe siècle. Pour vous, une femme de l'époque, la vie était une lutte constante pour la survie. Votre rôle a été défini par votre position sociale, généralement subordonnée à celle des hommes. Et si vous étiez noble, votre destin était lié au mariage, un accord stratégique plutôt qu'à une union d'amour. Dans le but d'assurer le pouvoir et la richesse de votre famille. Vous dépendriez entièrement de votre mari, avec pratiquement aucun droit ou votre propre voix. Si vous étiez paysanne, la situation était encore plus précaire. Votre quotidien s'est concentré sur le travail acharné sur le terrain, sans repos, sous le joug de la pauvreté et le manque d'opportunités. Votre vie a été marquée par le cycle sans fin du travail agricole, avec peu de possibilités d'éducation ou d'ascension sociale. Et la maternité était une constante, avec une mortalité infantile élevée qui supposait une tragédie récurrente. Dans toute strate sociale, l'éducation des femmes était limitée aux tâches domestiques et à la préparation du mariage. Votre accès aux connaissances et à la culture a été minime, ce qui vous a laissé en position de vulnérabilité à la manipulation et à l'oppression. Les superstitions et les croyances populaires, tellement enracinées dans la société, ont eu un grand impact sur votre vie quotidienne, façonnant vos peurs et vos attentes. Pensez au système judiciaire de l'époque. Un labyrinthe des privilèges et de la corruption. Et la justice, si elle peut être appelée cela, dépendait en grande partie de la position sociale de l'accusé. Si vous étiez noble, vous aviez beaucoup plus de possibilités de vous impliquer. Même face à de graves accusations. Le pouvoir de la noblesse s'est étendu à la même cour, influençant directement le résultat des procès. Pour une femme de classe inférieure, la justice était une chimère, un mirage dans un désert d'inégalité. Les tests étaient souvent subjectifs, basés sur des témoignages ou des tortures non fiables pour obtenir des confessions. Et la torture, une pratique courante, n'était pas une méthode pour rechercher la vérité, mais une façon d'obtenir une confession, quelle que soit sa véracité. Imaginez la terreur d'être soumis à ce processus, sans la possibilité d'une défense équitable ou d'un jugement impartial. Le manque de garantie de procédure a rendu les gens vulnérables à la manipulation et à l'injustice. La bureaucratie a été lente et inefficace. Les processus judiciaires se sont poursuivis pendant des années, laissant les victimes et leurs familles dans une situation d'impuissance. La corruption était endémique, les pots de vin et l'influence du puissant déformaient le cours de la justice. Dans un système aussi défectueux, les possibilités d'obtenir la justice pour les femmes, en particulier celles de la classe inférieure, étaient pratiquement nulles. C'était un système conçu pour perpétuer les inégalités et l'impunité. Imaginez un instant l'histoire qu'ils ont racontée sur Isabelle Báthory. Des bains de sang, des centaines de victimes, une soif insatiable pour la cruauté. Mais qu'est-ce qui est vrai dans tout cela? La vérité est que la légende de la comtesse sanglante s'est développée et a été déformée au fil du temps, alimentée par les rumeurs et les exagérations d'une époque où les informations étaient rares et la superstition a prospéré. Prosodie, speak.
Speak, prosodie rate égale 90%. De nombreux crimes attribués à Báthory n'ont jamais été fortement prouvés. Les témoignages, obtenus sous la torture et la pression, sont très discutables. N'oubliez pas le contexte. Un système judiciaire corrompu et partiel, où la noblesse jouissait de l'impunité. L'accusation contre elle aurait pu être une manœuvre politique pour se débarrasser d'une femme puissante et indépendante. Le nombre de victimes, estimé par centaines, est probablement une exagération. La recherche moderne suggère une figure beaucoup plus faible, bien que tragique. La méthode du bain de sang. Bien qu'il soit mentionné dans les documents de l'époque, il y a des doutes raisonnables sur leur véracité et leur extension. N'oublions pas que la propagande et la légende noire ont joué un rôle crucial dans la construction de leur image. Pensez à la terreur qui a dû régner dans la région. Des rumeurs sur les crimes de la comtesse s'étendaient comme la poudre à canon, nourrissant la paranoïa dans chaque village et château. Les gens vivaient avec une peur constante, chuchotant des histoires terrifiantes à voix basse, les yeux constamment alertes, craignant que la prochaine victime ne soit quiconque, voire elle-même. La noblesse, habituée à un certain ordre et à la sécurité, a été ébranlée à ses fondations. Et la confiance entre les gens a disparu, remplacée par une profonde méfiance qui a empoisonné toutes les relations. L'atmosphère de peur est devenue une épée à double édition. Les soupçons sont tombés sur quiconque se démarquait, pour avoir une position privilégiée ou simplement réveillé en vie. Les accusations ont été facilement lancées, alimentées par la panique collective et le manque de preuves solides. Et la justice, déjà fragile à l'époque, a été submergée par un flot de plaintes et de contradictions, dont beaucoup non fondées, mais générées par le climat de la terreur régnant. L'incertitude a saisi tout le monde, générant un état d'anxiété et de méfiance généralisée. L'impact social était dévastateur. L'économie de la région ressentit en raison de l'insécurité et de la paralysie des activités quotidiennes. Les relations sociales ont éclaté, la confiance a disparu et la collaboration communautaire est devenue impossible. La société a été fragmentée, alors que chaque personne se concentrait sur sa propre survie, pour se protéger du danger possible que son voisin, son ami, même un membre de sa propre famille. La terreur était devenue l'élément dominant, transformant la vie sociale en un scénario de peur et de méfiance perpétuelle. Imaginez, un instant, les murs de Xeit parlent. Quels secrets gardent vos pierres sur les horreurs commises à l'intérieur? De nombreux documents ont été détruits, d'autres manipulés et la vérité sur la portée des crimes de Báthory a été perdue dans le labyrinthe du temps. Les enquêtes sur le temps ont été impartiales ou influencées par la politique et les rivalités de la noblesse hongroise. Vous vous demandez, combien de victimes y avait-il vraiment? Les chiffres officiels sont effrayants, mais représentent-ils la vérité complète ou simplement une fraction d'atrocités? On parle de dizaines, même des centaines de jeunes disparus. Combien d'histoires ont été laissées dans l'incamine, combien de familles brisées par la cruauté de la comtesse, sans que personne ne connaisse la vérité? Le mystère persiste autour de la participation de leurs complices. Étaient-ils de simples instruments entre leurs mains, ou étaient-ils aussi impliqués dans la barbarie comme elle? Dans quelle mesure vos crimes sont-ils arrivés? Y a-t-il eu un réseau de complications qui protégeait la comtesse pendant des années, permettant au meurtre de continuer impuni? Mais vous vous demanderez, pourquoi Báthory est-il devenu un symbole aussi puissant? Son histoire, enveloppée de mystères et d'exagération, la projette comme l'incarnation du mal féminin. La société patriarcale de l'époque avait besoin d'une chèvre expiée, une figure qui incarnait les pires craintes des femmes. Le pouvoir incontrôlé, déclencher la sexualité, la cruauté sans limite. Báthory, avec sa richesse et sa impunité apparente, est devenu la toile parfaite pour projeter ses angoisses. La cruauté extrême lui est attribuée, mais combien de cela est vrai et combien le produit d'une propagande est soigneusement orchestrée par des hommes puissants qui craignaient leur influence et leur richesse? L'image de Báthory, la comtesse sanglante, a été construite et perpétuée pour servir un objectif politique et social. Et elle a servi à réaffirmer l'ordre établi et à garder les femmes à leur place. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%, pensée Y. Que se passerait-il si un homme de sa position et avec sa richesse aurait commis des actes similaires? Serait-il rappelé de la même manière? La réponse est probablement un retentissant. Le symbolisme de Báthory réside dans l'investissement des rôles de genre, dans la subversion, même fictive ou exagérée, de l'ordre social. Elle est devenue le monstre féminin par excellence, reflet des craintes profondes d'une société qui devait contrôler le pouvoir féminin. Mais sa légende a transcendé l'histoire. Vous êtes-vous demandé comment un chiffre aussi sombre s'est réussi à se perpétuer dans la culture populaire? La réponse se trouve dans la littérature. Les auteurs de différentes époques ont trouvé dans la figure de Báthory une muse fascinante, une source d'inspiration inépuisable pour explorer des questions telles que le pouvoir, la cruauté et la nature féminine dans un contexte historique complexe. Des romans gothiques aux histoires modernes, son nom résonne comme un écho du passé, déformé et amplifié par la fantaisie. Pensez au nombre de romans, de poèmes et de pièces qui l'ont pris en tant que protagoniste. En analysant ses œuvres, nous voyons comment la figure Báthory se transforme et s'adapte à chaque contexte littéraire. Parfois, il est représenté comme un monstre impitoyable, un pur être mauvais. À d'autres occasions, il est humanisé, explorant les causes possibles de ses actions.
présentant une perspective plus complexe et nuancée, point que cherche chaque auteur pour réinterpréter son histoire. L'analyse littéraire de ces travaux nous permet de comprendre comment la figure de Báthory a évolué au fil du temps, reflétant les préoccupations et les préjugés de chaque époque. C'est un processus fascinant qui nous parle non seulement de la comtesse elle-même, mais aussi de la société qu'il a créée et jugée. Quels aspects de l'histoire de Báthory résonnent davantage dans la littérature contemporaine et qui ont été oubliés? Mais la littérature n'est pas le seul endroit où la comtesse sanglante a trouvé l'immortalité. Le cinéma, avec sa capacité à visualiser l'inimaginable, a adopté son histoire, nous offrant différentes interprétations de sa vie et de ses crimes. Des adaptations fidèles aux histoires historiques aux versions plus libres et fantastiques. La figure de Báthory a captivé les réalisateurs et les scénaristes depuis des décennies. Vous êtes-vous demandé comment ils avaient approché leurs personnages sur grand écran? Certains films se concentrent sur la cruauté impitoyable, montrant des scènes explicites, bien que toujours dans les limites de la censure de leur temps, de leurs actes présumés. D'autres, en revanche, entrent dans leur psychologie, cherchant à comprendre les motivations derrière leur comportement. Vous trouverez des versions qui le présentent comme victime du patriarcat, piégé dans un système qui l'a forcé à agir de cette façon. Quelle perspective vous convient le plus? L'analyse cinématographique de ces adaptations révèle une fascination constante pour l'ambiguïté de son caractère. Ce n'est pas simplement un méchant d'une dimension. Et la complexité de son histoire, avec ses lumières et ses ombres, permet au cinéaste d'explorer différents problèmes, de la nature du pouvoir à la corruption morale, à travers la violence de genre et la construction de l'identité féminine dans un contexte historique aussi complexe que celle de l'Europe moderne au début. Chaque film offre une nouvelle perspective, une nouvelle lecture de la légende. Mais la fascination pour Báthory transcende l'écran. L'art, dans ses multiples formes, a décrit sa légende, offrant des interprétations qui vont de la représentation directe de sa figure à des métaphores plus subtiles de sa cruauté. Notez comment les artistes ont capturé leur essence, parfois comme une figure imposante et séduisante, d'autres comme un monstre impitoyable. L'ambiguïté de son image, si typique de la légende, se reflète dans la diversité de ses représentations artistiques. Pensez aux détails. Comment votre visage est-il représenté? Quelles émotions transmettent votre regard? Qu'est-ce qui symbolise vos vêtements? Le choix de la couleur, la texture des tissus, même la position de leurs mains, tout contribue à construire un récit visuel. Certains artistes le montrent comme une figure puissante, presque réelle, tandis que d'autres le présentent comme un être monstrueux, reflétant la dualité inhérente à son histoire. L'analyse de ces travaux ne se limite pas à la description simple. Vous pouvez également interpréter le message que chaque artiste voulait transmettre. Quels aspects de leur histoire sont soulignés? Quelles émotions cherche à évoquer le travail? En analysant la composition, la palette de couleurs et les symboles présents, vous pouvez comprendre comment l'art aide à perpétuer et en même temps réinterpréter la légende de la comtesse sanglante. Prosodie. Speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais son impact va bien au-delà des peintures et des sculptures. Pensez au cinéma. Par exemple, Báthory a inspiré d'innombrables films, livres et jeux vidéo, devenant une icône de la terreur et de la fascination pour l'obscurité. Son histoire, bien que peut-être exagérée, a nourri l'imagination populaire pendant des siècles, nourrissant le récit de la femme maudite, puissante et impitoyable. Son nom est devenu synonyme de cruauté, mais aussi d'une certaine fascination perverse. Pourquoi votre légende continue-t-elle de nous captiver autant? C'est peut-être le mélange d'horreur et de mystère, l'ombre de la vérité historique cachée sous une couche de légende noire qui nous attire. C'est l'histoire d'une femme qui a contesté les règles de son temps, même par la brutalité. Dans la littérature, la musique et même au théâtre, la comtesse sanglante a trouvé son espace. Elle a été réinterprétée, transformée et réinventée encore et encore, s'adaptant aux sensibilités de chaque époque. Sa silhouette a transcendé les limites de l'histoire pour devenir un archétype, un symbole de ce que nous craignons et, en même temps, qui nous intrigue. Mais qu'est-ce que tout cela signifie aujourd'hui? Báthory n'est pas seulement un caractère historique. Il est devenu un archétype, un symbole de cruauté féminine qui, curieusement, fascine et repousse à égalité. Son histoire, bien que sombre et terrible, continue de nous captiver, nourrissant notre soif d'horreur et d'histoire mystère. Son nom résonne dans la culture populaire, un écho des siècles qui nous rappelle la complexité et l'obscurité du passé. Pensez aux films d'horreur, aux romans gothiques, aux jeux vidéo. L'image de la comtesse sanglante, avec ses robes noires et son regard pénétrant, apparaît encore et encore, se réinventant au fil des ans. C'est une muse sombre, une figure qui incarne nos pires peurs et, en même temps, notre fascination pour les interdits. Sa légende persiste parce qu'il touche les problèmes universels. Pouvoir, corruption, justice, vengeance. C'est une histoire qui s'adapte à chaque époque, qui est constamment réinterprétée à travers différents objectifs. C'est précisément cette capacité à s'adapter qui le maintient en vie aujourd'hui, ce qui en fait un phénomène culturel qui transcende le temps. Alors, que vous adaptez-vous après avoir connu l'histoire de la comtesse sanglante? Peut-être un sentiment d'agitation, un mélange de fascination et d'horreur. Il est facile de tomber dans le piège pour le juger de notre point de vue moderne, mais nous devons nous souvenir du contexte historique. Sa vie, bien que brutale, nous parle d'une ère différente,
d'une société avec des normes et des croyances qui sont aujourd'hui étranges et même effrayantes. La légende de Bathory, construite au cours des siècles, a de loin dépassé la réalité historique. C'est un avertissement de pouvoir, de manipulation et de cruauté humaine, mais aussi de la façon dont les histoires sont transformées et amplifiées au fil du temps. Combien sont dans les accusations? Combien coûte le produit de la propagande et de l'exagération? C'est une question qui est toujours ouverte au débat. En fin de compte, l'histoire d'Elisabeth Bathory nous invite à réfléchir à la nature humaine, sur notre capacité de bien et de mal. Cela nous rappelle que le passé, bien que distant, continue de nous parler, chuchotant des leçons sur le pouvoir, la justice et la fragilité de la vérité. Et vous, que pensez-vous? Qu'est-ce qui vous a laissé l'histoire de la comtesse sanglante? Vous vous demandez sûrement, était-ce vraiment aussi cruel qu'il le peigne? La vérité est complexe. Les sources historiques sont principalement des histoires des ennemis de Bathory, écrites dans le but de le discréditer. De nombreux historiens discutent de la véracité des accusations les plus extrêmes, bien que personne ne nie que leur comportement soit, au moins, étrange et discutable. Combien de victimes cela avait-il vraiment? Ici, l'incertitude est encore plus grande. Les chiffres considérés, allant de dizaines à des centaines, sont basés sur des témoignages et des exagérations peu fiables. Il n'y a pas d'enregistrement précis et objectif du nombre réel de victimes, et il n'y aura probablement jamais. Et le célèbre bain de sang, est-ce vrai? Bien que la légende soit populaire, il existe peu de preuves historiques qui le confirment. Elle est censée être une exagération des accusations, un moyen d'augmenter l'horreur associée à leurs crimes. Et la réalité, comme cela se produit généralement, est beaucoup plus sombre et moins spectaculaire. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Enfin, pourquoi la femme la plus sanguine est-elle considérée dans l'histoire? C'est une question d'interprétation. Bien que ces crimes aient été horribles, la comparaison directement avec d'autres leaders historiques et les chiffres responsables des massacres à grande échelle nécessitent une attention particulière au contexte et aux preuves disponibles. Sa renommée est en partie due à la fascination et à la morbidité qui éveille sa silhouette. Et nous arrivons à la fin de ce chapitre sur la comtesse sanglante. Avant de dire au revoir, je tiens à vous remercier de m'avoir accompagné lors de ce voyage à travers l'histoire d'Isabelle Bathory. Votre intérêt est ce qui rend ces vidéos possibles. Je veux également exprimer ma gratitude à tous les chercheurs et historiens dont les œuvres ont été fondamentales pour la création de cette vidéo. Ses recherches méticuleuses et son analyse critique ont été à la base de tout ce que vous avez vu. Et bien sûr, je ne peux pas oublier les gens qui ont collaboré à l'édition, à la musique et aux effets spéciaux. Son talent a été essentiel pour donner vie à cette histoire et le rendre plus attrayant pour vous. Merci à tous. N'oubliez pas que vous pouvez trouver toutes les sources consultées dans la description de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce chapitre et je vous attends dans le prochain. Mais notre histoire ne s'arrête pas ici. Que pensez-vous de l'héritage d'Isabelle Bathory? Pensez-vous que son histoire est une exagération, une légende noire ou une terrible réalité? J'aimerais lire vos opinions dans les commentaires. Partagez vos pensées, vos doutes, vos propres enquêtes. Toute contribution est la bienvenue. Et si vous avez passionné la figure de la comtesse sanglante, je vous encourage à enquêter par vous-même. Il existe de nombreuses sources, certaines contradictoires, d'autres fascinantes. Recherchez des informations dans les livres, les articles académiques, les documentaires. Découvrez la vérité par vous-même. De plus, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Peut-être sont-ils également intéressés à connaître l'histoire de cette figure historique énigmatique. Aidez-moi à diffuser des connaissances et à générer un débat intéressant autour de la figure d'Isabelle Bathory. J'attends vos commentaires. J'espère que vous avez trouvé l'histoire de la comtesse sanglante. Et si vous l'avez aimé, donnez-vous comme et abonnez-vous à plus d'histoires sombres. Que pensez-vous de votre héritage? Laissez-le dans les commentaires. Prosodie et Speak.